Au cœur des rues effervescentes et saturées de Bordeaux, un homme d'affaires richissime sortait d'un somptueux hôtel particulier lorsqu'une fillette le percuta et s'éclipsa aussitôt. L'espace d'une seconde, il se pétrifia, fouilla sa poche et découvrit avec stupeur que son portefeuille s'était volatilisé. Une vague de fureur le submergea tandis qu'il se lançait à la poursuite de l'enfant à travers le tumulte urbain. Leur course effrénée se poursuivit jusqu'à ce qu'elle bute dans une ruelle sombre et s'effondre au sol, immobilisée. Lorsqu'il s'approcha et la dévisagea enfin, il fut bouleversé par une vérité qui lui arracha des larmes. Mais avant d'explorer cette histoire plus en détail, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Pensez également à vous abonner, car une surprise vous attend dès demain. La cité était une étuve. La lumière crue de l'après-midi sculptait les façades des immeubles haussmanniens et modernes, dessinant des ombres acérées sur les trottoirs où déferlait une marée humaine, passant devant les vitrines des boutiques, les terrasses de café et les taxis aux aguets. Bordeaux pulsait à son rythme habituel, sonore, trépidant, impitoyable. Stéphane Lambert franchit les portes tambours d'un hôtel particulier à la façade de marbre, ce genre d'édifice inaccessible à quiconque ne portait pas de vêtements de couturier. Son costume d'un bleu nuit impeccable semblait ignorer l'existence même d'un faux pli. Ses souliers en cuir brillant claquaient avec une précision métronomique sur le sol. Son téléphone émit une vibration. Un coup d'œil furtif à l'écran. D'un geste expert du pouce, il refusa l'appel, puis remonta la manche de son blazer pour consulter sa montre. Une montre suisse de luxe dont l'éclat rappelait celui de la glace sous le soleil. La maîtrise du temps était sa devise. Il ne se contentait pas de gérer des fortunes. Il gérait les secondes. Alors qu'il quittait le trottoir, louvoyant pour éviter un attroupement de touristes aux appareils photo imposants, une secousse le déséquilibra. Un choc infime, mais suffisant pour provoquer chez lui le réflexe de palper sa poitrine. Une inspiration saccadée, puis le constat d'un vide là où aurait dû se trouver son portefeuille. Il s'immobilisa, pivota, scruta les alentours. C'est alors qu'il l'aperçut, une silhouette menue, un sweat à capuche sombre. Une fugace impression de mouvement. Sa course n'était pas celle d'une personne pressée. C'était la course de quelqu'un qui maîtrisait l'art de l'évanouissement. Son portefeuille. C'était elle. Et lança Stéphane d'une voix forte. Quelques passants se retournèrent. Mais pas la fille. Elle accéléra, s'immergeant dans le flot humain avec une aisance qui trahissait une certaine habitude. Stéphane n'eut pas la moindre hésitation. Il plongea à son tour dans la cohue, ses grandes enjambées rompant la cadence de la marche urbaine. Il ignorait quelle force le propulsait. L'orgueil, peut-être, ou la colère, mais une pulsion primitive et aiguë le guidait. Il refusait de passer pour un imbécile aux mains d'une gamine des rues. Pas ici. Pas aujourd'hui. Le martèlement de ses chaussures sur le bitume, les porte-documents esquivés, un gobelet de café fraîchement renversé enjambé. Devant lui, la jeune fille se faufilait avec agilité, se glissant entre les étals et les conteneurs à ordures tel un filet d'eau s'écoulant entre les doigts. Elle s'engagea dans une ruelle sombre, étroite, flanquée d'escaliers de secours corrodés. Stéphane la suivit, le souffle de plus en plus court, le cœur battant à un rythme qu'il n'avait plus connu depuis ses entraînements dans un club de boxe privé et huppé. Autrefois, il savourait ce genre de poursuite, dans le monde de la finance parisienne, au cœur des négociations. Mais la situation était différente. C'était la réalité. La poussière dans sa gorge, la sueur perlant dans son dos, une égratignure vive sur la paume de sa main après avoir heurté un mur de briques qu'il n'avait pas anticipé. La fille se retourna une seule fois. C'est à cet instant qu'il croisa son regard. Des yeux immenses, sombres, vifs. Ni méchants, ni insolents, simplement rapides. Elle vira brusquement à droite et bondit par-dessus un tas de palettes usagées. Stéphane laissa échapper un juron et redoubla d'efforts. Il n'avait plus sa vitesse d'antan. Mais la colère est un puissant stimulant. Elle commençait à faiblir. Il le sentait. Elle bifurqua de nouveau, cette fois dans une cour de livraison, de celle au goudron craquelé, imprégnée d'une odeur d'huile chaude et de restes de viande d'un marché avoisinant. Elle percuta de l'épaule un portail grillagé, se faufila par une brèche. Il la suivit, et cette fois, elle trébucha. La lanière de sa sandale gauche céda, la projetant en avant sur ses mains. Elle dérapa, puis se releva péniblement. Ce contretemps lui permit de la rattraper. Il passa le dernier angle de mur et la découvrit, piégée. Une impasse.
La ruelle située derrière une petite épicerie de quartier était close par un mur de briques délabré, trop élevé pour être franchi, trop lisse pour offrir une prise. Elle fit volte-face, à bout de souffle. Sa capuche était retombée, révélant son visage. Jeune, 11 ou 12 ans tout au plus. Une chevelure bouclée et ébouriffée encadrait son front, ses joues étaient barbouillées de la crasse de la ville, ses lèvres fendillées. Son regard n'était pas dur, comme il l'avait imaginé, mais las. Infiniment las pour un être si frêle. Stéphane s'arrêta à quelques mètres d'elle, sa propre respiration haletante. Son costume était chiffonné et moite, son genou droit endolori par un récent faux pas. Il leva une main, non en signe de paix, mais comme une menace. Elle tenait son portefeuille plaqué contre sa poitrine. « Vous n'avez pas la moindre idée de la personne que vous venez de voler » articula-t-il d'une voix basse et acérée. La fille resta muette. Immobile. Un instant, l'air lui-même sembla se figer entre eux. « Je ferais mieux d'appeler la police », ajouta Stéphane, sortant avec lenteur son téléphone de sa poche, sans la quitter des yeux. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» Toujours aucune réaction. Ses yeux étaient rivés sur lui, sans défi ni supplication, simplement observateur, calculateur. Il fit un pas vers elle. « Que alliez-vous faire avec ça ? Utiliser mes cartes de paiement ? Vous offrir un nouveau téléphone, de nouvelles chaussures ?» À ces mots, une ombre passa sur son visage. Ni culpabilité, ni peur, mais autre chose, qui incita Stéphane à plisser les yeux. « Vous croyez que c'est un jeu ? » demanda-t-il plus fort, sa voix faisant un léger écho dans l'étroite ruelle. « Vous pensez que les gens comme moi triment comme des bêtes pour que des gamines comme vous puissent se servir à leur guise ?» Elle eut un sursaut, non pas en réaction à son ton, mais à ses paroles, comme si elle portait un poids qu'il n'avait pas soupçonné. Puis, enfin, elle parla. « Je n'allais pas le garder. » Sa voix était un souffle. Éraillée, fatiguée. Elle bégayait légèrement. Non par angoisse, mais par épuisement. Stéphane fronça les sourcils. « Pardon ? J'avais seulement besoin de liquide. Assez pour quelque chose. Je ne voulais pas. » Sa voix mourut. Stéphane s'approcha encore. Elle se crispa, mais ne tenta pas de fuir. Impossible. Le mur de briques était derrière elle. Ses épaules étaient droites, mais frêles, comme si elle s'attendait à un coup qu'elle avait déjà reçu. Il remarqua alors ses chaussures, ou ce qu'il en restait. Une sandale était brisée, rafistolée avec un bout de plastique. Son jean était usé au genou. Une cicatrice fine, récente, barrait son avant-bras. Quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, d'un ton plus adouci. Elle baissa les yeux. Puis les releva vers lui. Ma mère, dit-elle. Elle est malade. Stéphane la fixa. Ces mots l'atteignirent avec une force sourde. Il ne la crut pas. Du moins, pas immédiatement. Il connaissait les arnaques, avait entendu toutes les histoires à fendre le cœur. Il en avait même poursuivi certaines devant les tribunaux. Mais quelque chose dans son attitude ne collait pas avec celle d'une menteuse. Elle est très malade, poursuivit la fille, la voix toujours méfiante. Il lui faut des médicaments. J'ai essayé. J'ai essayé de trouver assez d'argent, mais les gens. Ils s'en moquent quand on leur demande. Elle lui tendit le portefeuille, les bras étendus. Reprenez-le. Il ne bougea pas. Son rythme cardiaque se calmait, sa respiration redevenait normale, mais son esprit était en ébullition. Je ne voulais pas vous prendre ça, ajouta-t-elle. Je ne voulais prendre ça à personne. Je ne savais juste plus quoi faire. Ses paroles flottèrent entre eux, tel un pont précaire. Un long silence s'installa. Puis Stéphane s'avança, tendit la main et lui prit le portefeuille. Le contact de leurs doigts fut bref. Les siens étaient glacés. Anormalement glacés. Il examina le portefeuille. Rien ne manquait. Cartes, espèces, documents. Elle est vraiment malade ? demanda-t-il, non plus sur un ton d'accusation, mais de recherche. La fille acquiesça. Sans larmes ni mélodrame, juste une confirmation silencieuse. Stéphane laissa échapper un long soupir. Une forme de certitude, bien qu'incertaine, s'installa en lui.
Un homme d'affaires sait reconnaître une histoire montée de toutes pièces, mais il sait aussi reconnaître une histoire qui n'a pas besoin d'être vendue. Où habites-tu? Demanda-t-il. La fille eut un mouvement de recul. Vous allez appeler la police? Je t'ai demandé où tu habitais. Elle le dévisagea longuement, puis tourna la tête en direction de l'entrée de la ruelle. Ce n'est pas loin. Stéphane rangea le portefeuille dans sa veste, ajusta sa manche, la regarda une dernière fois, puis lui fit signe, alors, guide-moi. Montre-moi ton histoire. Sans un mot, elle se retourna et se mit en marche. Il lui emboîta le pas, le son de leurs pas se répondant en écho tandis qu'ils quittaient la ruelle. Aucun d'eux ne parlait, mais le silence qui les séparait n'était plus vide. Il était chargé du premier fil d'une chose à la fois fragile et farouchement réelle. Une chose que Stéphane n'aurait jamais imaginé trouver en se lançant à la poursuite d'une voleuse à la tire, une raison de continuer à la suivre. Elle ne dit rien durant leur marche, et il ne lui demanda plus où il se rendait. Stéphane la suivait à travers les bas-fonds de la ville, tel un homme partagé entre l'instinct et la raison, observant la manière dont sa frêle silhouette se déplaçait sur les trottoirs avec une diligence silencieuse. Les passants ne lui accordaient pas un second regard, elle n'était qu'une fille parmi d'autres, vêtue de hardes et marchant d'un pas rapide. Mais Stéphane la percevait différemment désormais, non plus comme une délinquante, mais comme quelque chose de bien plus troublant, une enfant écrasée sous un fardeau qui aurait dû incomber à quelqu'un de 2, voire 3 fois son âge. Le paysage urbain se métamorphosait à chaque coin de rue. Les élégants immeubles haussmanniens et modernes faisaient place à des constructions basses et décrépites. Les trottoirs étaient défoncés, inégaux. Les lampadaires, rongés par la rouille et couverts de graffitis. Stéphane se mit à remarquer des détails qui lui auraient échappé en temps normal. La façon dont elle évitait les plaques de voirie, comme si l'expérience lui avait appris leur dangerosité par temps de pluie. Sa manière de longer les murs, se maintenant instinctivement dans la pénombre. Ce n'était manifestement pas la première fois qu'elle guidait quelqu'un dans les replis d'une ville que la plupart des gens s'efforçaient d'ignorer. Ils traversèrent un boulevard où l'air, plus dense et plus chaud, charriait une odeur âcre d'essence et d'huile de friture. Ils passèrent devant une supérette aux fenêtres grillagées, dont l'enseigne aux néons clignotantes produisait un bourdonnement d'insectes. Plus ils s'enfonçaient dans ce quartier, plus le contraste était saisissant. Stéphane, qui se targuait de sa vigilance, se sentait ici désorienté, mené par une enfant qui déchiffrait ce monde par pur instinct. Ses chaussures, jadis impeccables, étaient désormais couvertes de poussière. Le bas de son pantalon traînait dans les flaques et la saleté. Un groupe d'adolescents était appuyé contre un perron, l'un d'eux tenant un skateboard sous le bras, un autre expirant des volutes de fumée vers le ciel. Manon passa devant eux sans hésitation, tête baissée, épaules contractées. Ils ne l'interpellèrent pas. Ne se moquèrent pas. Ne la regardèrent même pas. Leur silence était plus assourdissant que n'importe quel bruit. Et Stéphane sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle le mena dans une venelle étroite entre 2 immeubles de briques. Un instant, il crut qu'elle tentait de le semer à nouveau. Mais non, elle s'arrêta devant une porte de service peinte d'un verre qui s'écaillait, l'ouvrit d'un geste sec et s'engouffra à l'intérieur. Il marqua une pause. Le couloir qui s'ouvrait devant lui était sombre, seulement éclairé par une ampoule nue qui vacillait au plafond. L'odeur le saisit. D'abord, celle d'une moquette humide, de moisie, puis l'aigreur caractéristique du bois en décomposition et de la chaleur stagnante. Il entra. Le couloir était étroit et délabré. Une femme âgée entr'ouvrit une porte un peu plus loin, l'observa à travers l'entrebâillement de la chaîne de sécurité, puis referma sans un mot. Il ne dit rien. Les portes n'avaient pas de numéro, mais des symboles peints et des autocollants à moitié arrachés. Le plancher craqua sous ses pas. Manon attendait à côté d'un ascenseur rouillé qui, de toute évidence, était hors service depuis des lustres. Elle lui indiqua l'escalier d'un signe de tête. 3e étage, dit-elle simplement. C'était la première fois qu'elle lui adressait la parole depuis la ruelle, et le son de sa voix, posée mais lasse, résonna étrangement dans l'atmosphère confinée. Ils montèrent. À chaque étage, la peinture se dégradait un peu plus. L'air se raréfiait. Lorsqu'ils atteignirent le 3e palier, Stéphane était à bout de souffle. Il n'était pas en mauvaise condition physique. Mais l'air ici était stagnant, comme s'il n'avait pas été renouvelé depuis des années. Elle poussa une porte ornée d'une étoile en papier, fixée avec du ruban adhésif dont les bords se décollaient. À l'intérieur,
La lumière était jaune et tamisée, filtrée par un drap tendu sur la fenêtre en guise de rideau. La pièce était minuscule, à peine quelques mètres carrés, avec un plafond bas et des murs tachés aux angles par des années de chaleur accumulée et d'infiltration. Un ventilateur tournait lentement dans un coin, son cliquetis régulier sonnant comme un métronome fatigué. Aucune photo au mur, aucune décoration, juste l'essentiel. Un matelas posé à même le sol, une table bancale calée avec une pile de magazines, et, dans le coin le plus reculé, une femme avachie dans un fauteuil usé. Stéphane crut d'abord qu'elle dormait, puis il vit sa main avoir un soubresaut, lent et irrégulier. Sa respiration était courte, ses lèvres entr'ouvertes, sa peau luisante de sueur. Ses cheveux, autrefois abondants, étaient collés à son front en mèches humides. L'immobilité anormale de son corps lui indiqua que quelque chose de grave se passait. Manon s'agenouilla près du fauteuil, prit un linge froissé dans une cuvette et tamponna le visage de sa mère avec une délicatesse qui laissa Stéphane sans voix. Non pas que le geste fût théâtral ou calculé, mais il était instinctif, accompli avec la précision de l'habitude. Son état empire, dit Manon à voix basse, jetant un regard par-dessus son épaule. La fièvre a commencé hier, mais elle n'a plus de médicaments depuis 3 jours. Stéphane s'approcha, hésitant sur la conduite à tenir. Ce monde lui était étranger. Loin des halls d'entrée luxueux, des dossiers médicaux bien tenus et des médecins privés disponibles à toute heure. Ici, il n'y avait qu'un ventilateur, une boîte de Doliprane presque vide, et un sac de pharmacie contenant un ticket de caisse. Il parcourut la pièce du regard, remarquant des détails qui lui avaient d'abord échappé. Une pile de boîtes de conserve vides, une cuillère dans une portion de nouilles instantanées à moitié consommées, une fine couverture pliée avec soin sur la coudoir du fauteuil, comme si elle avait été utilisée et repliée maintes fois. Sur la table, un petit carnet ouvert était rempli d'une écriture en lettres d'imprimerie, liste de médicaments, horaires, symptômes. Et soudain, la réalité de la situation le frappa de plein fouet. Il observa Manon déboutonner délicatement le haut du chemisier de sa mère, révélant un petit patch adhésif carré sur sa poitrine, sec et se détachant. Elle a eu une crise cardiaque, expliqua-t-elle à voix basse, en février. On nous a donné ce patch pour 1 mois. Ils ont dit que ça stabiliserait son rythme, mais qu'on devrait se procurer la suite nous-mêmes. Sans mutuelle, c'est trop cher. Sa voix n'était pas empreinte de colère, mais d'une lassitude résignée, celle de quelqu'un qui n'attend plus rien de juste. Stéphane sentit son cœur se serrer. Pas encore de la culpabilité, mais une oppression dans sa poitrine. Il sortit son téléphone de sa poche et ouvrit ses contacts. « Je vais appeler quelqu'un, dit-il. On va faire venir une ambulance. » Manon se retourna vivement, les yeux écarquillés. « Non, je vous en prie. » Elle ne veut pas y retourner. Elle dit que ça ne fera qu'aggraver nos dettes. Ils nous ont déjà refusé 1 fois. Stéphane resta figé, partagé entre l'impulsion et l'incrédulité. « Ils vous ont refusé ?» répéta-t-il. Elle hocha la tête. « On a essayé le mois dernier, elle n'arrivait plus à respirer. On a attendu 6 heures aux urgences. On nous a dit qu'il fallait voir un spécialiste. On ne pouvait pas payer la consultation à l'avance, alors ils nous ont donné du Doliprane et nous ont conseillé de voir notre médecin traitant. » Elle regarda sa mère, puis lui. « On n'a pas de médecin traitant. » Il la fixa, se demandant soudain comment la pièce avait pu devenir si exiguë. Les murs semblaient se rapprocher, le plafond s'abaisser. Toutes ces années de décisions rationnelles, de contrats, de transactions et de solutions bien huilées ne servaient à rien ici. Ce n'était pas un problème qui se résolvait par la logique. C'était une question de survie, dans sa forme la plus crue et la plus brutale. Et il était là, au milieu, observant une enfant porter un fardeau plus lourd que celui de la plupart des adultes de sa connaissance. Sandrine toussa, un son rauque et sec qui résonna dans sa poitrine. Son corps eut un soubresaut, puis redevint inerte. Manon se pencha vers elle, l'appelant par son nom. « Maman » murmura-t-elle. Aucune réponse. Elle la secoua doucement, puis plus fort. « Maman, réveille-toi. » La panique perçait dans sa voix. Stéphane n'attendit pas. Il était déjà en train de composer le numéro, sa voix calme tandis qu'il donnait l'adresse. Oui, urgence médicale. Femme inconsciente, suspicion de détresse cardiaque. Envoyez une unité immédiatement. Il raccrocha et se dirigea rapidement vers la femme,
tentant de se remémorer une formation au premier secours qu'il avait suivie des années auparavant. Manon agrippa la main de sa mère, sa voix maintenant pressante, tremblante de larmes. « Elle fait ça parfois, dit-elle. Mais elle finit toujours par se réveiller. Je vous en prie, il faut qu'elle se réveille. » Stéphane posa 2 doigts sur le cou de Sandrine. Il y avait un pouls. Faible, mais présent. « Elle est en vie, dit-il. Ils arrivent. » Les sirènes commencèrent à se faire entendre au loin, leur son s'intensifiant progressivement. Manon ne bougea pas, ses doigts crispés sur le poignet de sa mère comme pour la retenir à la vie. À cet instant, quelque chose céda en Stéphane. Non pas violemment, mais avec une lucidité silencieuse. Lui qui avait passé sa vie à évaluer les risques, à calculer les retours sur investissement, se trouvait maintenant dans une pièce étouffante et surchauffée, à regarder une enfant implorer sa mère de respirer. Et il comprit, peut-être pour la première fois, ce qu'était la véritable urgence. Pas les échéances, pas les effondrements boursiers. C'était cela, cette fille, cette femme, cet espace confiné et douloureux, fait de fragments de vie à peine assemblés. Il ne se sentait pas puissant. Il se sentait humain. Et c'était infiniment plus effrayant. L'ambulance du SAMU arriva en moins de 6 minutes, mais pour Manon, l'attente parut interminable. Les gyrophares rouges balayaient la peinture écaillée des murs de l'appartement tandis que 2 secouristes se précipitaient à l'intérieur avec un brancard. L'un d'eux, un homme de grande taille à la barbe et à la voix autoritaire, s'agenouilla pour prendre les constantes de Sandrine, tandis que son collègue déroulait des câbles en demandant qu'on leur fasse de la place. Stéphane se mit en retrait, son téléphone toujours en main, bien qu'il eût depuis longtemps oublié l'usage qu'il comptait en faire. Il se tenait dans un coin de la pièce, tel un homme indécis sur le rôle à jouer au témoin, intrus, protecteur le souffle court, observant le chaos se déployer. Manon refusait de lâcher la main de sa mère. « Faites attention, je vous en prie », répétait-elle d'une voix brisée. « Ne la laissez pas mourir. » L'un des secouristes la regarda, le visage adouci. « On va faire tout notre possible, ma petite, dit-il, mais son ton avait ce calme professionnel que Stéphane connaissait trop bien. Le genre de calme que l'on adopte lorsque l'issue est incertaine. Ils installèrent Sandrine sur le brancard. Son bras pendait mollement, Manon le replaça délicatement sous le drap, les doigts tremblants. Stéphane les suivit tandis qu'il descendait le brancard dans l'escalier étroit, se penchant pour éviter les lampes basses. Chaque marche craquait sous leur poids combiné. La porte d'entrée s'ouvrit sur un vacarme de sirènes, et dans un tourbillon de bruit et de précipitation, Sandrine disparut à l'arrière de l'ambulance. Manon tenta de monter à sa suite, mais l'un des secouristes l'arrêta gentiment. « Une seule personne, dit-il. » Elle leva vers Stéphane un regard incertain, suppliant. Stéphane n'hésita pas. « Elle est avec moi, leur dit-il. Je l'emmène. Allons-y. » Il regarda l'ambulance s'éloigner avant de se tourner vers Manon, qui se tenait pieds nus au milieu de la rue, les poings serrés. « Viens, dit-il doucement, lui désignant sa berline de luxe qui attendait. Elle hésita un instant, puis acquiesça et monta sur le siège passager sans un mot. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux, mais pas paisible. La ville était en effervescence autour d'eux, klaxons, lumière, vapeur s'échappant des bouches de ventilation du trottoir. Mais à l'intérieur de la voiture, seul le souffle de Manon, saccadé et irrégulier, était audible. Elle regardait par la fenêtre, se tenant les bras, murmurant à voix basse. Il entendit des bribes de phrases. Faites qu'elle vive. Faites qu'elle ne parte pas. Ils arrivèrent à l'entrée des urgences du CHU de Bordeaux, où l'ambulance venait de se garer. Le personnel reconnut immédiatement Stéphane. En quelques secondes, ils furent à l'intérieur, évitant la salle d'attente et conduits dans un couloir à l'extérieur du service de déchocage. Sandrine avait déjà été admise dans une zone d'accès restreint, des moniteurs bipayés au-delà des portes coulissantes. Une infirmière tendit une bouteille d'eau à Manon, qu'elle serra sans y toucher. Stéphane s'entretint avec une infirmière cadre d'un ton professionnel et sec, fournissant des informations sur l'assurance et des garanties de paiement. Tout se déroulait rapidement, mais pas assez. C'est alors que 2 policiers en uniforme firent leur apparition. Un agent de sécurité de l'hôpital les accompagnait, leur expression était neutre mais déterminée. L'un d'eux, un homme corpulent aux cheveux rares, balaya le couloir du regard avant de fixer Stéphane. « Monsieur Lambert » demanda-t-il. Stéphane se retourna lentement.
Oui. Vous avez signalé un vol plus tôt dans la journée, monsieur. Un portefeuille. La vidéosurveillance a permis de faire un rapprochement. Votre description correspond à une mineure aperçue en train de fuir. Nous sommes ici pour le suivi. Stéphane cligna des yeux, prenant conscience de la tournure que prenaient les événements. L'affaire est classée, dit-il. La jeune fille l'a restituée. Il n'y a pas de préjudice. Le ton du policier resta inchangé. Monsieur, la procédure exige que nous dressions un procès-verbal et que nous vérifions si cette mineure a des antécédents. Manon se figea. Son visage devint cireux. Attendez, dit-elle en se plaçant légèrement derrière Stéphane. Je l'ai rendu. Il le sait. Je n'ai pas essayé de. Le plus jeune policier s'approcha d'elle. Mademoiselle, dit-il, le mot sonnant faux dans sa bouche. Nous avons juste quelques questions à vous poser au commissariat. C'est la routine. Vous serez rentré chez vous en un rien de temps. Stéphane s'interposa. Elle a 11 ans, dit-il. Sa mère est entre la vie et la mort derrière cette porte. Vous voulez l'interroger? Faites-le ici et maintenant. Les policiers échangèrent un regard. Monsieur, dit le premier, plus sèchement. Elle a déjà un antécédent, un avertissement pour vol à l'étalage il y a 2 mois dans un quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Nous avons des raisons de penser qu'elle pourrait être impliquée dans une série de vols à la tire dans le secteur. Nous sommes dans l'obligation de la conduire au poste. Le plus grand des 2 policiers porta la main à ses menottes. Manon recula instinctivement. Ne faites pas ça. La voix de Stéphane retentit, tranchante. Vous n'allez pas la menotter. Le policier hésita. Monsieur, c'est pour sa sécurité et la nôtre. Elle n'est pas armée, rétorqua Stéphane. Elle n'est pas violente. C'est une enfant. Et elle vient de voir sa mère perdre connaissance sous ses yeux. Un silence s'installa. Le plus jeune policier rangea ses menottes. Dans ce cas, veuillez vous écarter pour que nous puissions l'escorter comme il se doit. Les épaules de Manon étaient secouées de tremblements, son regard fixé sur les portes du service de déchocage. Je ne veux pas y aller, murmura-t-elle. Je vous en prie, je veux rester avec ma mère. Stéphane se tourna vers elle, puis vers les policiers. Je suis son tuteur provisoire, déclara-t-il, s'étonnant lui-même de ses paroles. Vous voulez porter plainte? Vous remplirez les papiers plus tard. Pour l'instant, elle reste ici. Ce n'est pas la procédure, monsieur, dit l'officier plus âgé d'un ton neutre. Alors trouvez un moyen de l'adapter, répliqua Stéphane, la voix tendue. Un médecin sortit du box à ce moment-là, sa blouse souillée, un dossier à la main. Monsieur Lambert, dit-il, l'état de Sandrine est stable pour le moment, mais la situation est grave. Nous la transférons en unité de soins intensifs de cardiologie. Les prochaines heures seront décisives. Manon tenta de se frayer un chemin, mais le policier se plaça de nouveau devant elle. Elle se mit à pleurer, non pas à chaudes larmes comme un enfant en quête de réconfort, mais en silence, des pleurs secs, ceux de l'impuissance absolue. Stéphane la regarda, puis les policiers. Elle ne bouge pas d'ici, dit-il doucement cette fois. Pas tant qu'elle ne saura pas sa mère hors de danger. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi pour obstruction à la justice. Mais je vous jure que si vous vous approchez d'elle, je ferai en sorte que la presse campe devant votre commissariat dès l'aube. Un silence de mort s'abattit sur le couloir. Puis le policier soupira et recula. Nous allons attendre, mais nous ne partons pas. Parfait, dit Stéphane. Vous resterez ici. Il se pencha et posa une main sur l'épaule de Manon. Elle s'y appuya légèrement, toujours en pleurs, mais comme ancrée par cette pression. Il s'agenouilla à sa hauteur. Tout va bien, dit-il. Je ne les laisserai pas t'emmener. Respire. Je suis là. Elle hocha lentement la tête, sa respiration erratique. Derrière eux, le bip régulier des machines rappelait que la vie continuait de se battre derrière des murs de verre, de carrelage et de protocole. Et pour la première fois, Stéphane ne se sentit plus comme un étranger dans ce chaos. Il en faisait partie, investi d'une responsabilité, impliqué, non par obligation, mais par choix. Et cela, il le comprit, changeait tout. Le couloir devant l'unité de soins intensifs était glacial,
sa lumière crue, et jalonnée de sièges où personne ne trouvait jamais vraiment le repos. Le sol en linoléum luisait de cette propreté contre nature propre aux hôpitaux. Pourtant, l'air semblait chargé, non de poussière ou de décomposition, mais de cette angoisse silencieuse qui s'insinue en vous lorsque vous attendez des nouvelles. Stéphane était assis, le dos raide, sur l'un de ses sièges, les jambes croisées, une posture plus habituelle que confortable. Manon était près de lui, blottie sur elle-même, les bras en serrant ses genoux comme pour se faire la plus petite possible, invisible. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis plusieurs minutes. Son visage était sec, mais uniquement parce qu'elle n'avait plus de larmes. Le silence entre eux n'était pas hostile. Il était simplement en suspens, comme s'ils retenaient tous deux leur souffle, attendant. Et c'était bien le cas. À l'intérieur de l'USIC, Sandrine Dante reposait, inconsciente, reliée par un dédale de fils et de tubes à des machines dont les clignotements et les bips rythmaient le fil ténu de la vie. Elle ne ressemblait plus à la femme que Stéphane avait aperçue quelques heures plus tôt. D'ailleurs, l'avait-il vraiment vue? Pas au-delà de ce corps affalé dans un vieux fauteuil. Elle était maintenant réduite à des constantes vitales, des facteurs de risque et une liste de complications qui tenaient plus de l'équation mathématique que de l'histoire humaine. Le médecin avait été clair, mais sans ménagement. Le traitement initial l'avait stabilisé, mais son état demeurait critique. L'insuffisance cardiaque était plus grave que prévu. Il lui faudrait un cocktail de médicaments de pointe pour la maintenir en vie le temps que son corps récupère. L'un de ces médicaments n'était même pas encore disponible en France. Il avait donné des résultats encourageants lors d'essais cliniques à l'étranger, en Suède, mais n'avait pas encore obtenu toutes les autorisations réglementaires nationales. Il était coûteux, expérimental, non remboursé, et quasiment impossible à obtenir rapidement, à moins d'avoir des relations très haut placées et des moyens financiers considérables, ce qui, en temps normal, aurait clos la discussion pour la plupart des patients. Stéphane était resté là à écouter, les bras croisés, la mâchoire contractée. Un silence s'était abattu sur lui, non pas de peur, mais de rage. Contre le médecin, non, contre l'hôpital, non, contre le système, contre cette facilité absurde et glaçante avec laquelle une vie pouvait ne tenir qu'à une signature sur un papier ou au planning de livraison d'un laboratoire pharmaceutique. Assis maintenant dans ce couloir, il sentait le contrôle lui échapper, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était un combat d'un autre genre, qui ne se gagnait pas avec un costume impeccable et un esprit vif. Il regarda Manon, dont les pieds ne touchaient pas le sol. Elle n'avait pas bougé, le regard perdu dans le vide. Elle me chantait des berceuses le soir, dit-elle soudain, sa voix neutre et sans inflexion, comme enregistrée sur une vieille cassette. Même quand elle était épuisée, après le travail, elle chuchotait des chansons pour ne pas déranger les voisins. Stéphane ne répondit pas, se contentant d'un lent hochement de tête, comme pour accuser réception d'une confidence précieuse, qu'il ne devait pas interrompre. Manon leva vers lui un regard assombri par une maturité précoce. « Vous croyez? Vous croyez qu'elle sait que je suis là ?» Il regarda les portes closes de l'USIC, puis elle. « Oui, dit-il. J'en suis convaincu. » L'infirmière revint, une femme d'âge mûr, calme, un dossier et une couverture pliés à la main. Elle regarda Manon avec une douceur professionnelle. « Ma petite, pourquoi ne vous allongez-vous pas un peu ?» proposa-t-elle en désignant le banc. « Il va se passer un moment avant qu'il y ait du nouveau. » Manon secoua la tête. « Je veux être réveillée quand elle se réveillera. » L'infirmière lui adressa un petit signe de tête compréhensif et se tourna vers Stéphane. « Si vous avez besoin de quelque chose, la salle de repos est au bout du couloir. Il y a aussi un téléphone. » Stéphane la remercia d'un signe de tête, mais ne bougea pas. L'infirmière s'éloigna. Il retira sa veste, la plia avec soin et, sans un mot, la posa sur les épaules de Manon. Elle sursauta, surprise, mais ne protesta pas. La veste était chaude, lourde, réconfortante, et dégageait une légère odeur d'eau de Cologne et quelque chose de plus profond, de papier, de cuir. Une vie passée dans les salles de conseil et les avions privés. Elle la serra contre elle. Stéphane s'adossa, fermant les yeux un instant. Son esprit était déjà en action, passant des appels en pensée avant même que ses doigts n'effleurent son téléphone. Il avait un contact à Genève, quelqu'un qui lui était redevable, un dirigeant de l'industrie pharmaceutique assez influent pour ouvrir des portes habituellement closes. Il pouvait jouer cette carte. Il le ferait. Il rouvrit les yeux,
se leva et remonta lentement le couloir jusqu'à la salle de repos, une petite pièce impersonnelle avec des chaises en plastique, un distributeur de boissons qui bourdonnait dans un coin, et un téléphone à cadran beige fixé au mur, vestige d'une époque révolue. Il sortit son téléphone portable et composa un numéro. La conversation fut brève et directe. Son interlocuteur n'eut pas besoin d'être convaincu. Un jet privé pouvait être affrété dans l'heure. Le médicament, s'il était autorisé, pourrait être à Bordeaux le lendemain matin. Les risques étaient élevés. Les enjeux aussi. Stéphane ne flancha pas. Faites-le, dit-il. Mettez-le dans cet avion. À son retour, Manon dormait, ou du moins essayait. Elle était recroquevillée sur le banc, sa veste serrée autour d'elle comme une protection. Elle tenait toujours la bouteille d'eau, intacte. Il ne la réveilla pas. Il se rassit, plus près cette fois, regardant les secondes s'égrener sur l'horloge numérique au-dessus du poste des infirmières. Dans ces moments de calme, Stéphane vit en elle quelque chose qui le perturba. Plus que n'importe quelle transaction ratée ou procès en cours. Elle n'était pas seulement effrayée. Elle était sur ses gardes. Elle avait passé sa vie dans cette posture, s'attendant au pire, s'attendant à être abandonnée, s'attendant à ce que le système la trahisse. Et lui, dans son silence, avait le choix, confirmer cette peur ou la démentir. Alors il resta. Il resta à ses côtés toute la nuit, passant des appels, organisant la logistique, s'entretenant avec les médecins, s'occupant des formalités pour devenir son tuteur d'urgence. Il sollicita de vieux amis politiques, força des portes qui auraient dû rester closes, et contourna les obstacles administratifs avec l'assurance de celui qui a passé des décennies au sommet de la pyramide. Et pas une seule fois il ne s'éloigna d'elle de plus de quelques pas. Quand elle s'agitait, il était là. Quand elle posait des questions sur sa mère, il répondait sans détour. Et quand elle finit par lever les yeux et poser la question qu'il redoutait, « On va la perdre ?» Il ne lui offrit pas de faux espoirs. Il tendit la main, prit la sienne et dit, « Pas si je peux l'empêcher. » Et pour la première fois, elle le crut. Non parce qu'il était riche, non parce qu'il portait un costume, mais parce que, dans la froideur aseptisée de ce couloir d'hôpital, il avait choisi de rester, d'écouter, de prendre soin d'elle. Non par devoir, non par culpabilité, mais par quelque chose de plus difficile à définir, quelque chose qui prenait racine en lui, comme une vérité. Quelque chose qui lui murmurait, « Si tu ne te bats pas pour cet enfant, à quoi sert tout ton pouvoir ?» Et cette nuit-là, dans le silence de ce couloir, Stéphane Lambert comprit une chose qui lui avait échappé toute sa vie, il y a des choses que l'argent ne peut pas guérir, des personnes qu'il ne peut pas remplacer, et des promesses qu'il ne faut jamais faire si l'on n'est pas prêt à tout sacrifier pour les tenir. L'appel retentit à 3h17 du matin. Brutal, strident, il déchira le silence précaire du couloir de l'USIC comme une pierre jetée contre une vitre. Stéphane s'était assoupi, affalé dans le même fauteuil en sky qu'il occupait depuis des heures, une main toujours posée près du bras de Manon, comme si sa simple présence pouvait la protéger d'une nouvelle épreuve. Il se redressa d'un bond au son du téléphone mural situé à l'extérieur du poste des infirmières. L'infirmière de nuit décrocha, son regard se posant sur lui avant même qu'elle ait fini de parler. « Monsieur Lambert, » dit-elle doucement en raccrochant. « On vous attend en soins intensifs. C'est une urgence. » Il se leva, le cœur battant, et toucha instinctivement l'épaule de Manon. « Reste ici, » dit-il, sa voix trop neutre pour dissimuler son angoisse. Mais Manon était déjà réveillée, les yeux écarquillés et affolés, se redressant, la veste qu'il lui avait prêtée glissant de ses épaules. « C'est ma mère ?» demanda-t-elle en se levant si brusquement qu'elle manqua de tomber. L'infirmière hésita. « Suivez-moi, dit-elle, et ce fut toute la réponse dont ils eurent besoin. Ils la suivirent dans le couloir, l'éclairage semblant plus froid, plus cru, comme si le bâtiment lui-même, sentant la gravité de l'instant, avait renoncé à tout semblant de réconfort. La poitrine de Stéphane se serra à chaque pas. Il avait connu des situations de crise, des krachs boursiers, des menaces, des procès à plusieurs millions d'euros. Mais ceci était différent. Ce n'était pas un risque qu'il pouvait couvrir. C'était une vie humaine qui n'attendrait pas sa stratégie. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de commandement de l'USIC, le médecin-chef les attendait déjà. Sa blouse était humide de sueur. Il tenait une tablette dans une main, un pli profond barrait son front. « Elle est en détresse cardiaque, dit-il sans préambule, d'une voix basse et pressante.
Nous avons fait tout ce que le protocole autorise, mais son rythme cardiaque se dégrade et sa saturation en oxygène chute. Elle est sur le point de faire un arrêt respiratoire. Manon eut un hoquet à côté de lui, et Stéphane lui prit la main sans y penser. Ses doigts étaient glacés et tremblants. Nous sommes à un tournant, poursuivit le médecin. Soit nous la regardons nous échapper, soit nous tentons le tout pour le tout. Le médicament que vous avez fait venir, le Stellavie, est arrivé il y a 1 heure. Nous l'avons, mais il n'est pas autorisé pour une utilisation en urgence cardiaque dans ce pays, et il n'a jamais été testé sur une patiente dans son état. Si nous l'administrons, nous devrons arrêter son cœur momentanément et le relancer de manière contrôlée pour permettre au principe actif de se fixer. C'est une procédure à très haut risque pour une personne aussi affaiblie. Stéphane avait la gorge sèche. Et si nous ne l'utilisons pas? Elle ne passera pas la nuit. Un silence pesant s'installa. Le médecin tapota sur sa tablette et la tourna vers Stéphane. Nous avons besoin de votre consentement. Une décharge. L'hôpital ne prendra pas ce risque sans un accord écrit, et elle est inconsciente. Vous êtes donc son mandataire d'urgence. L'écran le fixait. Des champs à remplir, des signatures à apposer, une ligne numérique entre la vie et la mort. Sa main resta suspendue au-dessus du stylet. Il ne bougeait pas. Attendez, murmura Manon en s'avançant. Sa voix était brisée. Si c'est le seul espoir. Pourquoi hésiter? Son regard était fixé sur Stéphane, non pas accusateur, mais suppliant. Il la regarda et, pour la première fois depuis des années, il ne sut que répondre. Il pouvait acheter de l'influence, faire pression, manipuler les systèmes, mais ceci était différent. Si elle mourait à cause du médicament, il en serait responsable, ce serait sa décision, sa faute. C'est lui qui devrait affronter le regard de Manon. J'ai déjà vécu ça, dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Les gens prennent des décisions désespérées, et parfois, le désespoir ne suffit pas. Parfois, il ne fait qu'empirer les choses. Il ne s'adressait pas entièrement à Manon. Il parlait à cette partie de lui-même qui craignait encore ce qui échappait à son contrôle. Les lèvres de Manon tremblaient. Elle ne voulait pas venir à l'hôpital parce qu'elle savait qu'on n'en avait pas les moyens. Elle m'a dit d'être forte, de trouver une solution. Elle a renoncé à demander de l'aide il y a des années, et je crois. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je la laisse partir, mais je ne l'ai pas fait. Je vous ai trouvé. Sa voix se brisa et elle se mordit la lèvre pour retenir un sanglot. Vous avez dit qu'on avait une chance. Vous avez dit qu'on tenterait tout. Je vous en prie, ne l'abandonnez pas maintenant. Stéphane sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Pas de la culpabilité, pas vraiment, mais quelque chose de plus profond, de lourd de la confiance qu'elle lui accordait. Il baissa les yeux sur Manon, cette fille qui lui avait volé son portefeuille et qui, petit à petit, lui avait pris bien plus, ses certitudes, son confort, son contrôle, pour les transformer en un sentiment qu'il peinait à reconnaître, mais qui ressemblait étrangement à de l'amour. Pas un amour romantique, ni même paternel au sens classique, mais un amour brut, dérangeant et inéluctable. Il regarda de nouveau le stylet. Ses doigts se déplacèrent lentement mais fermement, et il signa. Le médecin prit la tablette et se tourna pour donner des ordres à l'équipe de l'USIC. Préparez le défibrillateur. Lancez le protocole de refroidissement. On y va. Stéphane se tourna vers Manon. Elle tremblait, les yeux rivés sur la porte de l'USIC tandis que les infirmières s'activaient, le visage concentré. « Veux-tu la voir avant qu'il ne commence ?» demanda doucement une infirmière. Manon hocha la tête. On la conduisit à une petite fenêtre d'observation, derrière la ligne rouge que les familles ne devaient pas franchir. Stéphane la suivit, se tenant derrière elle, les poings serrés. Sandrine gisait, immobile, sa pâleur contrastant avec les draps, sa poitrine se soulevant par brèves impulsions mécaniques, les machines respirant à sa place. Le tracé sur le moniteur était maintenant erratique, un rythme de batterie chaotique et inquiétant. Manon appuya son front contre la vitre. « Batte-toi, je t'en prie », murmura-t-elle. « Batte-toi pour moi, une dernière fois. » La procédure commença quelques minutes plus tard. Ils mirent en place le protocole d'hypothermie, abaissant la température corporelle de Sandrine pour limiter les lésions cellulaires. Le cardiologue égrenait les chiffres, sa voix tranchant la tension. 3. 2.
Arrêt. Le moniteur afficha une ligne plate. Une sonnerie aiguë et stridente emplit la pièce. Stéphane agrippa le rebord de la fenêtre, les jointures blanchies. Manon se boucha les oreilles, les larmes coulant sur ses joues. « C'est l'avis administré », annonça le médecin. Lancez le compte à rebours pour la réanimation. Les secondes s'écoulèrent, lourdes comme des pierres tombant dans l'eau. Les infirmières se déplaçaient avec une précision terrifiante. Puis vint le moment crucial. « Dégagez !» ordonna le cardiologue, et les palettes du défibrillateur entrèrent en contact avec la poitrine de Sandrine. Premier choc, aucun changement. Encore. Deuxième choc, la sonnerie vacilla. Encore. La troisième fois, le moniteur émit un bip, faible, irrégulier. Mais il était là. « On a un pouls !» cria une infirmière. La tension remonte, le rythme cardiaque se stabilise, la saturation en oxygène s'améliore. La pièce fut envahie par une agitation organisée tandis qu'il s'efforçait de la stabiliser. Mais le ton avait changé, passant du désespoir à l'espoir. Stéphane expira, réalisant qu'il avait retenu son souffle. À côté de lui, Manon tomba à genoux, les mains jointes devant sa bouche, son corps secoué de sanglots silencieux. Le médecin sortit 20 minutes plus tard, le front en sueur, les yeux rougis, mais le regard ferme. « Elle n'est pas sortie d'affaire, dit-il. Mais elle réagit. Le médicament nous a fait gagner du temps. Peut-être plus. » Stéphane baissa les yeux vers Manon, qui le regarda, les yeux rouges mais grands ouverts. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement le bras. Elle s'y agrippa, et ils restèrent là, dans le couloir à la lumière fluorescente, côte à côte, de l'autre côté d'un choix qui avait peut-être sauvé une vie, et qui en avait certainement changé deux autres. L'aube se leva doucement, sa lumière pâle filtrant à travers les fenêtres de l'usique et caressant le sol froid de ses doigts hésitants. Dehors, la ville s'éveillait. Klaxon, premier bus, le bourdonnement de l'énergie qui reprenait possession de Bordeaux. Mais dans ce coin tranquille du CHU, le temps s'écoulait différemment. Tout était plus lent, plus doux, comme si les machines elles-mêmes retenaient leur souffle. Sandrine gisait, immobile, sa poitrine se soulevant au rythme régulier des appareils qui la maintenaient en vie, tel un second cœur. Elle n'avait pas bougé depuis l'intervention, pas le moindre tressaillement. Mais les médecins avaient expliqué que c'était normal. Le corps avait besoin de temps. Le médicament avait agi, stabilisé ses constantes, relancé son cœur, et lui avait offert un répit. Un répit précieux et fragile pour revenir à la vie. Stéphane était assis non loin de là, ni anxieux, ni serein. Les heures qui avaient suivi la réanimation s'étaient écoulées dans une sorte de brouillard, appels téléphoniques, consultations médicales, café insipide dans des gobelets en plastique, et ces moments passés à observer Manon dormir, un bras replié sur son ventre, blottie dans un coin comme si elle craignait qu'on ne lui vole sa place si elle s'endormait. Elle n'avait plus pleuré, du moins pas bruyamment. Pas depuis que le long bip strident du moniteur s'était à nouveau transformé en un rythme vivant. Mais son silence était plus lourd. Ce n'était pas du chagrin. C'était de l'attente. Et Stéphane connaissait trop bien ce genre d'attente. Celle où l'on se prépare au pire, car on n'ose pas croire que le soulagement puisse durer. Une infirmière tapa doucement à la vitre de la salle d'attente, brisant le silence. Son visage était calme, une douceur dans le regard qu'elle n'avait pas la veille. « Elle est réveillée », dit-elle à voix basse. « Vous pouvez entrer, mais juste un instant. » Manon fut sur pied avant même que l'infirmière ait fini sa phrase. Sans un mot, sans demander la permission, elle se tourna et se dirigea, pieds nus et d'un pas rapide, vers la chambre de réveil où se trouvait sa mère. Stéphane la suivit à distance, restant sur le seuil de la porte. Il ne voulait pas être indiscret. Pas à ce moment-là. Les yeux de Sandrine étaient ouverts, vitreux de fatigue, mais indéniablement conscients. La façon dont son regard se posa sur sa fille, d'abord avec confusion, puis avec reconnaissance, provoqua un frisson visible chez Manon. « Maman » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme une feuille morte. « Maman, tu es revenue. » Sandrine ne parla pas. Elle ne le pouvait pas. Les tubes d'intubation l'en empêchaient. Mais ses lèvres s'entr'ouvrirent et ses doigts tressaillirent sur la couverture. Manon se précipita à son chevet, prenant garde de ne pas toucher les fils et les tubes, et prit sa main entre les siennes, la serrant comme si sa vie en dépendait.
J'ai cru que je t'avais perdu, dit-elle, les larmes coulant en silence. Je ne savais pas quoi faire. Mais il m'a aidé. Monsieur Stéphane, il a trouvé le médicament. Il est resté avec moi. Elle jeta un bref regard par-dessus son épaule, comme pour s'assurer qu'il était bien là, bien réel. Il lui fit un léger signe de tête, mais ne dit rien. Sa voix risquait de le trahir. Le regard de Sandrine se déplaça vers Stéphane, lent et trouble, mais avec une lueur de reconnaissance, comme une pièce de puzzle qui trouvait sa place. Pas de remerciement, pas d'expression particulière, juste quelque chose de silencieux, d'humain et d'infiniment fragile. Puis ses yeux se refermèrent, ses paupières papillonnant, sa main se desserrant dans celle de Manon, sans toutefois la lâcher complètement. L'infirmière s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Manon. Elle doit se reposer maintenant, dit-elle. Ce bref instant lui a demandé un effort considérable. Manon n'insista pas. Elle se pencha pour embrasser le front de sa mère, puis la lâcha, les doigts tremblants, et suivit Stéphane dans le couloir. Une fois dehors, elle s'arrêta et s'assit sur le banc, se repliant sur elle-même, comme le font les enfants qui ont froid, même quand l'air est doux. Stéphane s'assit à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. Il savait qu'à cet instant, ils avaient un poids particulier. « Elle t'a vu, dit-il. Elle sait que tu es là. » Manon hocha la tête, lentement, raidement. « Mais elle n'est pas guérie. »« Non, » dit Stéphane après un silence. « Mais elle est en vie. » Ils restèrent de nouveau silencieux, le regard fixé sur ce même couloir menant à l'Usique, ce même couloir qui, quelques heures plus tôt, leur avait semblé être au bord d'un précipice. Un médecin s'approcha quelques minutes plus tard, un homme plus jeune cette fois, le docteur Lucas, un dossier sous le bras, le visage marqué par la fatigue de quelqu'un qui n'avait pas quitté l'hôpital depuis 2 jours. Il se présenta et commença à parler d'un ton mesuré, celui de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles difficiles avec douceur. Le traitement expérimental a stabilisé son cœur et ses organes réagissent. C'est une victoire, une grande victoire. Mais les complications de l'arrêt cardiaque et du pic de fièvre ont laissé des séquelles. Nous avons effectué des tests neurologiques ce matin pour évaluer sa motricité. Pour l'instant, elle ne réagit à aucune stimulation en dessous de la taille. Manon releva brusquement la tête. Qu'est-ce que ça signifie? Le médecin soupira. Cela pourrait être une paralysie temporaire. Les nerfs sont peut-être encore sous le choc. Mais nous envisageons aussi une possible lésion de la moelle épinière survenue pendant la crise. Nous allons faire des IRM pour confirmer. Pour l'instant, nous devons prendre cela très au sérieux. Les yeux de Manon s'embuèrent à nouveau, mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle déglutit avec difficulté, clignant des yeux avec force. Elle ne pourra plus marcher? Nous ne le savons pas encore, dit le médecin avec prudence. Nous n'abandonnons pas, mais la convalescence pourrait être longue. Kinésithérapie, soins de longue durée. Elle aura besoin de plus d'aide qu'auparavant. Ces mots furent plus durs à entendre que n'importe quel diagnostic. Non seulement pour leur portée médicale, mais pour ce qu'ils sous-entendaient, le combat n'était pas terminé. La survie n'était que le commencement. Après la terreur et le miracle, il y avait la longue route de la réalité. Quand le médecin fut parti, Stéphane resta silencieux un moment. Il regardait Manon, ses petites épaules secouées de tremblements invisibles, ses poings serrés sur ses genoux. Finalement, il sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai passé quelques coups de fil, dit-il. Il y a une clinique de rééducation en Ardèche, l'une des meilleures de la région. Calme, privé, ils acceptent les cas particuliers. J'ai déjà réservé une chambre. » Elle le regarda, confuse. « Mais nous n'avons pas d'argent pour ça. » « Vous n'en avez pas besoin, dit-il simplement. »« Mais qu'est-ce qui se passera après ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Où irons-nous ? Nous n'avons plus de logement. Notre immeuble a été condamné. Nous n'avons même plus de vêtements. Si maman ne peut plus travailler, comment allons-nous vivre ? » Stéphane fixa le sol, puis leva lentement les yeux vers elle. « C'est quelque chose dont j'aimerais discuter avec ta mère, dit-il. Mais si elle est d'accord, j'aimerais l'aider au-delà de l'hôpital. J'ai de l'espace. Trop, en fait. Et j'ai passé les 30 dernières années à construire des choses pour des gens qui avaient déjà tout.
Je crois qu'il est temps que je construise quelque chose pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Manon ne répondit pas. Elle le regarda simplement. Intensément. Après un long moment, elle tendit la main et prit la sienne. Ce n'était pas un geste de gratitude, ni même d'espoir. C'était une connexion. Réelle, silencieuse et pleine de sens. Ils restèrent ainsi un long moment. Deux êtres liés par quelque chose qui n'existait pas quelques jours plus tôt, une bataille commune, une peur commune. Et maintenant, peut-être, le premier fil d'un avenir commun. Et quelque part dans le couloir, derrière le verre, les fils et les machines, Sandrine dormait, ignorant encore que le monde dans lequel elle se réveillerait aurait changé, non seulement grâce à la médecine, mais aussi grâce à la compassion. Grâce à un homme qu'elle ne connaissait pas, grâce à une fille qui refusait d'abandonner, et grâce à un choix qui allait bientôt bouleverser leurs trois vies. C'était étrange comme le silence avait une résonance différente en ce lieu. Il n'était pas vide, mais empli de respiration, de pensées inexprimées, du poids feutré d'une transition. Le véhicule médicalisé privé s'engagea dans l'allée bordée d'arbres du domaine de Stéphane, le crissement des pneus étouffé par le gravier. Le soleil matinal dessinait de longues ombres sur les marches du perron d'une demeure qui avait toujours paru trop vaste pour un seul homme et qui, soudain, semblait à peine assez grande. Sandrine était assise droite à l'arrière, les mains croisées sur ses genoux, le regard vif malgré la fatigue qui l'accablait. Son fauteuil roulant, fraîchement nettoyé, était arrimé à côté d'elle, une couverture douce pliée sur le dossier. Manon était assise près d'elle, la couvant du regard comme si elle craignait de la voir disparaître à nouveau, son attention oscillant entre le visage pâle de sa mère et l'attitude réservée de Stéphane sur le siège passager. Personne ne parlait. C'était inutile. L'instant était empreint de sa propre solennité. Quand la portière s'ouvrit, Manon descendit la première, puis aida à guider le fauteuil roulant le long de la rampe avec une précaution qui ne venait pas des consignes, mais de l'instinct. Stéphane attendait, tenant la porte ouverte, sans précipitation, sans geste, se tenant simplement là, tel un gardien silencieux, tandis que Sandrine découvrait la maison. Une bâtisse en pierre de taille crème, de hautes fenêtres cintrées, des balcons en fer forgé, élégante sans être ostentatoire. Le genre d'endroit où la richesse se manifestait avec discrétion et bon goût. Sandrine cligna des yeux, une fois, puis deux. « Ce n'est pas possible que nous logions ici, » murmura-t-elle, sa voix encore enrouée par les médicaments, mais teintée d'incrédulité. Stéphane hocha lentement la tête. « C'est chez vous, dit-il simplement. Aussi longtemps que vous le souhaiterez. » À l'intérieur, une odeur de citron et de bois ciré flottait dans l'air, une odeur de propre et de maison habitée. Le vestibule s'ouvrait sur un large couloir baigné de lumière. Une infirmière les accueillit avec douceur et prit le sac de médicaments de Sandrine. Un autre employé transporta discrètement leurs affaires vers la suite d'invités que Stéphane avait fait préparer la veille. Lit médicalisé, salle de bain adaptée, lumière du soleil filtrant par les fenêtres orientées au sud. Mais le regard de Sandrine n'était pas attiré par la décoration. Il était fixé sur sa fille, puis sur Stéphane, son expression indéchiffrable. Le dîner de ce soir-là fut silencieux. Pas tendu, mais nouveau, comme trois personnes apprenant à partager le même air. La salle à manger, habituellement trop calme pour Stéphane, résonnait maintenant du tintement des couverts et du froissement des serviettes. Sandrine mangea peu, plus par lassitude que par manque d'appétit. Manon fut plus bavarde que d'habitude, comblant les silences par des remarques sur la soupe, sur le jardin qu'elle avait aperçu par la fenêtre, demandant si elle pourrait aider à planter des fleurs. Stéphane répondait avec douceur et politesse, mais une distance respectueuse mais palpable subsistait entre Sandrine et lui. Elle refusa qu'on l'aide à ajuster son fauteuil roulant. Elle insista pour se servir de l'eau elle-même, et quand Stéphane se leva pour remplir son verre, elle l'arrêta d'un geste de la main. « J'y arrive. » Sa voix était douce mais ferme. Il se rassit sans un mot. Plus tard dans la soirée, après que l'infirmière eut aidé Sandrine à se coucher et que la maison se fut assoupie dans son silence luxueux, Stéphane resta dans son bureau. La lumière de sa lampe éclairait des documents qu'il ne lisait pas. Ses pensées étaient ailleurs, tournant autour de cette nouvelle réalité, plus lourde et plus fragile que toutes les fusions et acquisitions qu'il avait pu gérer. C'est alors qu'il entendit des pas légers. Manon. Elle se tenait sur le seuil, en pyjama, un verre de lait à la main, sa silhouette frêle se détachant sur les boiseries sombres. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Stéphane lui désigna le fauteuil en face d'elle. Elle s'y installa lentement,
repliant ses jambes sous elle. Je voulais vous dire quelque chose, commença-t-elle, la voix basse mais assurée. Pas par obligation, mais parce que j'en ressens le besoin. Stéphane attendit, attentif. Je suis désolé de vous avoir volé, dit-elle. Vraiment désolé. Pas seulement parce que c'était mal, mais parce que vous ne le méritiez pas. Vous marchiez tranquillement, et moi. Je vous ai pris quelque chose comme si c'était sans importance. Mais ça en avait une. Je ne vous ai pas vu comme une personne, mais comme une solution, et ce n'était pas juste. Stéphane sentit sa gorge se nouer, mais il ne l'interrompit pas. Manon poursuivit, je pensais que si je trouvais de l'argent rapidement, je pourrais tout arranger. Avoir les médicaments, sauver maman. Mais je n'ai pas pensé à ce que ça coûterait à quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous nous avez aidés. Vous n'avez pas appelé la police. Vous ne m'avez pas traité comme une moins que rien. Vous êtes resté. Vous l'avez sauvé. Vous nous avez sauvés. Un silence s'installa. Puis Stéphane se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Manon, dit-il, la voix plus grave. Des milliardaires m'ont volé bien plus que de l'argent, avec des avocats, des poignées de main et des contrats. Aucun d'entre eux ne s'est jamais excusé. Toi, tu l'as fait. Ça a plus de valeur que tu ne l'imagines. Elle le regarda, les yeux brillants mais sans larmes. Vous me faites toujours confiance ? Je te fais confiance maintenant, dit-il. Parce que la confiance, ce n'est pas de ne jamais commettre d'erreur. C'est ce qu'on fait après. Elle hocha la tête. Puis, à voix basse, je veux être quelqu'un dont vous serez fier. Stéphane esquissa un sourire, non pas un large sourire, mais une courbe douce et sincère qui illumina son visage. Tu le es déjà, dit-il. Tu as fait preuve de plus de courage cette semaine que la plupart des gens n'en auront dans toute leur vie. Le lendemain matin, la lumière filtrait doucement à travers les voilages, peignant des reflets dorés sur le parquet. Sandrine était assise près de la fenêtre de sa chambre, enveloppée dans un châle, observant le vent danser dans les arbres du jardin. Stéphane entra, 2 tasses de thé à la main, hésita un instant avant d'en poser une sur la table à côté d'elle. Elle le remercia d'un signe de tête, puis lui fit signe de s'asseoir. Ils restèrent un moment à regarder les arbres en silence. Puis Sandrine s'éclaircit la voix, le regard toujours perdu dans le jardin. Avant, je priais, dit-elle. Tous les soirs. Parfois à voix haute, parfois juste dans mon cœur. Pas pour des miracles. Je savais que c'était inutile. Juste pour une lueur d'espoir, un geste de bonté, même fugace. Et puis, j'ai arrêté. Je me suis dit que personne n'écoutait. Elle se tourna vers lui, la voix calme mais ferme. Et puis vous êtes arrivé. Je sais que ça peut paraître ridicule pour quelqu'un comme vous, qui vivez dans un monde de faits, de contrats et de chiffres. Mais pour moi, vous étiez la réponse. Vous étiez cette chose que je n'osais plus espérer, mais que j'implorais en secret. Stéphane tenta de minimiser la situation d'un petit rire, mais Sandrine l'arrêta d'un geste de la main. Ne faites pas ça, dit-elle doucement. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie. Vous avez redonné espoir à ma fille. Et je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ça. Mais je m'en souviendrai chaque jour qu'il me reste à vivre. Stéphane la regarda, les mots lui manquant. Il ne savait que répondre. Alors, il posa doucement sa main sur la sienne, et elle ne la retira pas. Cet après-midi-là, un événement anodin mais poignant se produisit. Manon accrocha un dessin sur le réfrigérateur, un dessin fait à la main, aux contours maladroits, mais aux couleurs vives. Il représentait 3 personnages, un dans un fauteuil roulant, un grand sourire aux lèvres, un aux cheveux bouclés tenant une fleur, et un grand homme en costume bleu se tenant entre eux. Au-dessus, une écriture malhabile formait les mots « Chez nous ». Stéphane le découvrit plus tard et resta un long moment à le contempler. Il ne le toucha pas, ne fit aucun commentaire, resta simplement là, les yeux lui piquant plus qu'il ne l'aurait avoué, laissant ce simple mot s'imprégner en lui, dans des recoins de son être qu'il n'avait pas explorés depuis des années. Et pour la première fois depuis des décennies, la maison, autrefois résonnante, imposante et méticuleusement entretenue, se sentit habitée, vivante et chaleureuse, comme si quelque chose y germait lentement, de manière inattendue, quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui ressemblait peut-être à une famille. Les matinées avaient trouvé leur rythme.
Pas encore une routine, mais quelque chose s'en approchant. Sandrine était installée dans la véranda peu après 8 heures, vêtue de couleur douce, ses cheveux soigneusement coiffés par Manon, qui s'acquittait de cette tâche avec le plus grand sérieux. Elle s'asseyait près de la fenêtre donnant sur le jardin et, où les oiseaux pépiaient, allant et venant entre les branches. Stéphane la rejoignait peu après, une tasse de café à la main, vêtu de manière plus décontractée ces derniers temps, les manches retroussées, la cravate oubliée au profit d'une tenue plus simple, plus humaine. Au début, il parlait peu, non par manque de sujet, mais parce que le silence était devenu un langage fait de convalescence partagée, de respect mutuel et de la forme encore fragile de ce qui pourrait un jour devenir une famille. Sandrine avait commencé sa rééducation dans une clinique voisine. Stéphane avait usé de son influence pour s'assurer qu'elle bénéficie des meilleurs soins, dans un cadre privé, bien équipé et discret. Au début, Sandrine avait été réticente à l'idée d'être manipulée par des étrangers. Mais peu à peu, encouragée par Manon et prise en charge par un kinésithérapeute qui la traitait en partenaire et non en patiente, elle commença à faire des progrès. De petites choses, un orteil qui bouge, un genou qui réagit, des muscles qui se contractent comme des lumières qui se rallument après une panne. Elle ne s'en vantait pas, mais Stéphane voyait le changement dans son regard. Moins de méfiance, moins de désespoir. Elle luttait toujours contre la dépendance, refusant l'aide plus souvent que nécessaire, mais les barrières tombaient. Un après-midi, après une séance de rééducation particulièrement éprouvante, Sandrine surprit Stéphane. Ils étaient assis à l'extérieur, une légère brise soufflant à travers la pergola couverte de glycine, quand elle le regarda et lui dit « Je ne sais toujours pas comment vous appeler ». Stéphane se tourna, perplexe. Elle précisa « Pour Manon, vous êtes Stéphane. » Monsieur Stéphane, peut-être même plus. Mais pour moi, vous n'êtes plus seulement l'homme qui m'a sauvé la vie. Vous n'êtes pas seulement le propriétaire de la maison et de l'infirmière privée. Et je ne veux pas galvauder ce que vous avez fait avec des mots comme bienfaiteur ou mécène. Alors, je suis dans l'impasse. Stéphane sourit, un sourire lent et sincère. Alors ne m'appelez rien pour l'instant. Appelez-moi comme vous le sentirez, quand vous serez prête. Sandrine hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Cela pourrait prendre du temps. Ce n'est pas grave, dit Stéphane en levant sa tasse de café. Je ne vais nulle part. Pendant ce temps, Manon avait repris l'école. L'Institut Saint-Michel, à quelques kilomètres de là, recommandé par un vieil ami de Stéphane. Une bonne école, avec des locaux lumineux, du matériel de qualité et de petite classe. Mais Manon eut du mal à s'intégrer. Au début, elle était silencieuse, sur la réserve. Elle portait des vêtements trop simples pour ses camarades habillés de marques de luxe et parlait d'une voix douce, habituée à écouter plutôt qu'à être entendue. Certains élèves étaient gentils, d'autres non. Un jour, elle rentra à la maison sans dire un mot, le regard fuyant. Sandrine comprit que quelque chose n'allait pas. Ce n'est que plus tard que Manon avoua qu'un garçon de sa classe l'avait traité de cas social, lui demandant si l'homme qui l'avait recueilli était son nouveau père. Les mots l'avaient blessée plus qu'elle ne le laissait paraître. Sandrine était furieuse, mais elle vit aussi le poids que sa fille portait sur ses épaules, non seulement son cartable, mais chaque insulte, comme un fardeau ancien. Ce soir-là, elle tenta d'en parler à Stéphane. Ce n'était pas de la colère, pas seulement. C'était de la peur. La peur que cette vie, cette belle vie, ne soit qu'un sursis, qu'elle puisse être anéantie par les rumeurs et la méchanceté de ceux qui n'ont jamais connu la précarité. Stéphane écouta attentivement. Puis il demanda à Manon de le rejoindre dans le jardin. Ils s'assirent près de la petite fontaine où des carpes coy ondulaient paresseusement sous la surface, et il la laissa parler. Elle ne pleura pas, mais sa voix tremblait. Elle dit qu'elle ne voulait pas être un fardeau, qu'elle avait peur d'être le projet de quelqu'un, que même lorsque les gens étaient gentils, elle n'était pas sûre de leur sincérité. Stéphane attendit qu'elle ait fini. Puis il dit, « Tu n'es pas ici parce que j'ai eu pitié de toi. Tu es ici parce que je t'ai vu, parce que toi et ta mère m'avaient montré quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et peu importe ce que dit un gamin à l'école. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi. Et ce que je pense, moi, c'est que tu es à ta place ici. Pas comme une invitée, pas comme une faveur, mais comme un membre de la famille. » Elle hocha lentement la tête, essuyant ses yeux avec le revers de sa manche. Puis elle appuya sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, bien après que les carpes eurent cessé de nager en rond.
Quelques semaines plus tard, Manon demanda à Stéphane si elle pouvait organiser quelque chose de spécial. Elle voulait inviter quelques camarades de classe pour un déjeuner dans le jardin. Sandrine fut d'abord sceptique, ne sachant s'il était prudent d'ouvrir leur espace à des enfants qui ne le méritaient peut-être pas. Mais Manon insista. Elle dit, s'ils nous voient ici, peut-être qu'ils verront au-delà de ce que nous étions. Peut-être qu'ils verront ce que nous sommes en train de devenir. Stéphane l'aida à tout organiser. Il acheta des tables de pique-nique, laissa Manon choisir les fleurs, et prépara même un gâteau au citron lui-même, une chose qu'il n'avait pas faite depuis ses études. Sandrine, à la demande de Manon, portait une jolie robe verte et se fit coiffer par une coiffeuse à domicile. Lorsqu'elle arriva dans le jardin en fauteuil roulant, la lumière du soleil illuminant son visage, elle n'avait plus l'air d'une malade. Elle avait l'air d'une femme qui se retrouvait. Quand les enfants arrivèrent, Manon les accueillit avec une fierté timide. Elle présenta d'abord Sandrine. « C'est ma mère, dit-elle d'une voix claire. C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Puis elle se tourna vers Stéphane. « Et voici Stéphane. Il fait partie de la famille. » Sandrine entendit ces mots. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas pour la galerie. Ils étaient sincères. Et elle les sentit s'ancrer au plus profond d'elle, entre le chagrin et l'espoir. Plus tard dans la soirée, après que la vaisselle fut rangée et que Manon se fut endormie, Sandrine se rendit en fauteuil roulant dans la cuisine où Stéphane finissait une tasse de thé. Elle le regarda longuement, puis dit, « Avant, je pensais qu'avoir besoin de quelqu'un était une faiblesse. Que dépendre de quelqu'un était un échec. Mais maintenant, je crois que la vraie force, c'est de savoir s'appuyer sur quelqu'un, de se laisser aider. Et je voulais juste vous dire que, moi aussi, je vous vois. » Stéphane se tourna, le regard adouci. « On a tous besoin d'être sauvés parfois, dit-il. Ça ne veut pas dire qu'on est brisé. Ça veut juste dire qu'on est humain. » Sandrine sourit. Pas le sourire poli et distant de quelqu'un qui est reconnaissant. Un vrai sourire. Un sourire qui avait une histoire, des aspérités, et de la lumière. La maison, autrefois emplie d'écho et d'ambition, vibrait maintenant d'une pulsation plus lente, plus profonde. La guérison n'était pas un long fleuve tranquille. Il y avait des jours plus difficiles que d'autres. Sandrine souffrait encore. Manon doutait encore. Stéphane se demandait encore s'il en faisait assez. Mais ensemble, dans cette famille recomposée par le hasard et la grâce, ils trouvèrent quelque chose que ni la richesse ni la survie seule ne pouvaient leur offrir. Ils trouvèrent un nouveau départ. C'était un dimanche matin, de ceux où la lumière du soleil pénètre doucement par la fenêtre de la cuisine, et où l'air embaume la cannelle et le café. Manon était à table, griffonnant sur une feuille de papier, tandis que Stéphane s'affairait tranquillement au fourneau, une main posée avec assurance sur la poêle, l'autre tenant une cuillère en bois avec une aisance nouvelle. Sandrine était à proximité dans son fauteuil roulant, les cheveux relevés en un chignon souple, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle n'en ait pas tourné une page depuis 5 minutes. Son regard, distrait, allait de l'un à l'autre, les observant évoluer dans une harmonie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et c'est peut-être cela qui rendait l'instant si miraculeux. Stéphane fit glisser des œufs sur une assiette et se tourna vers Sandrine. « Tu as faim ?» Elle leva les yeux et sourit faiblement. « Plus que je ne l'aurais cru. » Il posa délicatement l'assiette devant elle, ajouta du pain grillé et des fruits rouges, puis se tourna vers Manon. « Et pour toi, mon apprentie cuisinière, dit-il avec un clin d'œil. La fillette rayonna. Sandrine les observait, le cœur réchauffé par un sentiment plus profond que la faim. La douleur était toujours là. Parfois aiguë, parfois sourde, mais présente. Mais ce matin-là, elle ne la définissait pas. Et ce n'était pas seulement l'effet des médicaments ou des séances de kinésithérapie qui portaient leurs fruits. C'était la façon dont le silence de la maison avait changé. Autrefois, il était lourd. Maintenant, il était vibrant de vie. Plus tard dans l'après-midi, après que la vaisselle fut faite et que le soleil eut étiré ses rayons sur le parquet, Stéphane se retrouva sur la terrasse, à tailler quelques branches de rosier indisciplinées. Le jardinage n'était pas son fort, mais il trouvait que cela l'apaisait. Manon le rejoignit, s'installant sur le banc, un livre à la main, mais sans vraiment le lire. « On reste ici pour toujours ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Il s'essuya les mains sur un torchon. « Tu en as envie ?» Elle hocha lentement la tête.
Oui. Mais je ne savais pas si tu voulais qu'on reste. Vraiment, pour de bon. Pas juste jusqu'à ce que... Stéphane posa son sécateur et se tourna vers elle. Manon, dit-il doucement. Il n'y a pas de jusqu'à ce que dans cette maison. Il y a juste si on veut construire quelque chose ensemble. Et j'en ai très envie. Elle cligna des yeux, sourit largement, puis se jeta dans ses bras sans prévenir. C'était une étreinte brève, forte, et chargée de tout ce qu'une enfant ne peut pas exprimer avec des mots. Ce soir-là, après que Manon fut couchée, Stéphane prépara du thé et apporta 2 tasses dans le salon. Sandrine était près de la cheminée, une couverture sur les genoux, les yeux clos. Mais elle les ouvrit à son approche. Je pensais à quelque chose, dit-il après un silence. Je ne veux pas que tu aies l'impression de rester ici par obligation ou parce que j'ai des moyens. Je vous veux toutes les deux ici parce que c'est devenu un foyer. Si c'est ce que vous voulez. Sandrine le regarda longuement en silence. Puis elle dit, quand j'étais à l'hôpital, je rêvais d'un seul matin tranquille avec ma fille, où on ne compterait pas les factures ni les médicaments. Et maintenant, je l'ai, grâce à vous. Stéphane secoua doucement la tête. Non, parce que tu as continué à te battre. Je me suis juste trouvé au bon endroit au bon moment. Non, Stéphane. Vous avez choisi de ne pas nous abandonner. C'est un autre genre de miracle. Il posa le thé à côté d'elle et s'assit. Je pensais ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la charité. C'est un choix. Le mien. Le tien. Le sien. Alors peut-être devrions-nous commencer à appeler les choses par leur nom. Une famille. Pas temporaire. Pas jusqu'à ce que. Juste une famille. La gorge de Sandrine se noua. Elle avait porté sa fierté comme une armure toute sa vie. Et l'abaisser, même maintenant, c'était comme se mettre à nu devant un feu. Mais il avait gagné sa confiance. Non pas en offrant, mais en restant. Elle sourit, un sourire lent et sincère. Alors vous feriez mieux de vous habituer au pain grillé brûlé et aux crises d'adolescence. Il rit, un rire franc et joyeux. Marché conclu. Le week-end suivant, ils plantèrent tous les 3 un citronnier dans un coin du jardin. Stéphane creusa le trou. Manon y déposa délicatement les racines. Sandrine tenait fermement le tuyau d'arrosage. C'était une petite cérémonie, mais pleine de sens. Stéphane l'appela leur second départ. Sandrine l'appela la grâce. Manon baptisa l'arbre citronita. Et quand un voisin sonna pour déposer un courrier qui avait été mal distribué, Manon ouvrit la porte et déclara fièrement, « C'est ma maison. C'est ma mère et c'est Stéphane. Il est à nous. » Personne ne la corrigea. Et personne ne le ferait jamais. Rejoignez-nous pour partager des récits porteurs de sens en aimant et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.